Je vais passer la parole à William Rigel, qui est donc assistant à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique et doctorant en histoire. Il réalise une thèse de doctorat sur l'animal en milieu urbain en Belgique au XVIIe et XVIIIe siècle, et il va aborder ici, à travers les sources législatives, la question de l'animal en temps de peste. Merci, je vais prendre le gadget aussi. Merci, bonjour à tous. Donc voilà, ici on va un peu changer d'aire géographique et chronologique puisqu'on va parler, comme vous pouvez le constater, de la législation à l'encontre des animaux en période d'épidémie dans les villes des Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège. Alors lorsque le prince-évêque de Liège, Maximilien Henri de Bavière, prescrit plusieurs mesures prophylactiques afin de protéger la ville de Liège contre la peste, il précise dans l'article 11 de l'ordonnance du 19 juillet 1666, je cite, « Et pour autant mieux éloigner toutes sortes d'occasions de ce mal contagieux, personne, de quelle qualité ou condition qu'il soit, ne se présumera tenir ou nourrir en façon quelconque en cette cité pourceaux, trouilles, pigeons, lapins, oisons, canards ou chiens vagabonds. » Au XVIIe siècle, comme précédemment, les autorités des villes de la principauté de Liège et des Pays-Bas vont condamner la circulation de plusieurs animaux dans les rues dès la menace d'une épidémie. À Ostende, Bruges, Turnhout, Bruxelles, Louis, Verviers, Liège ou Namur, l'obligation de se débarrasser ou de garder enfermés les porcs, la volaille ou les chiens figure parmi les obligations, et même parfois les premières obligations, formulées par les administrateurs pour se prémunir contre cette maladie contagieuse. Les charognes sont également redoutées dans les villes. Les chats, les poules ou les rats morts sont considérés comme autant d'éléments causant une grande infection et doivent être immédiatement soit jetés dans la rivière ou soit transportés hors de la ville. Les animaux, on le constate, morts ou vifs, font partie intégrante de la législation en période d'épidémie. Cependant, force est de constater que l'historiographie insiste relativement peu sur le sort de ceux-ci dans ce contexte. Bien que les bêtes soient généralement évoquées dans les travaux relatifs à la peste, le manque d'une analyse plus complète des normes mises en place à leur égard est à déplorer, notamment en Belgique. Alors, mobilisant essentiellement des sources législatives et des traités médicaux, cette petite communication se propose de combler cette lacune et d'analyser la réglementation du pouvoir central et local des Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège à l'encontre des animaux urbains en période de peste. Alors, au niveau géographique, la principauté de Liège et les Pays-Bas méridionaux constituent un territoire qui s'apparente dans les grandes lignes à celui de la Belgique actuelle. Cette étude, pour des raisons heuristiques, va se focaliser sur le XVIIe siècle, période au cours de laquelle la maladie se manifeste de façon irrégulière et récurrente dans ces régions jusque dans les années 1669-1670. À partir donc de ces documents, on va chercher d'une part à savoir pour quel motif le pouvoir va cibler l'animal, et d'autre part, on se penchera sur le contenu véritable de la norme pour savoir comment les autorités vont organiser la lutte contre cet être qui est véritablement cité comme tel dans les sources, nuisible. Enfin, on proposera une petite analyse, une réflexion sur l'efficacité des mesures adoptées au regard de la médecine actuelle. Alors la peste, pour citer Annick Le Guerrer, est l'archétype des fléaux dévastateurs. Elle tue rapidement, anéantit des populations entières et dispose d'une forte valeur d'épouvante dans l'imaginaire mental. Alors si cette peste symbolise la mort, si elle déstabilise considérablement les sociétés humaines, c'est parce que les contemporains doivent faire face à l'absence de connaissances concrètes sur les origines du mal. Vous le savez que c'est en effet à la fin du XIXe siècle que Yersin identifie le bacille pesteux et que les travaux de Paul-Louis Simon permettent de découvrir le mode de transmission de la maladie, la puce, dont le rôle échappe considérablement, complètement aux hygiénistes anciens. En Europe occidentale, parmi les facteurs qui tentent d'expliquer ce fléau, il n'est aucunement question de la puce ni même du rat au XVIIe siècle. Les causes sont cherchées ailleurs et sont notamment attribuées à une corruption de l'air. Nombreux sont d'ailleurs les membres du corps médical dans les Pays-Bas à s'accorder sur le rôle néfaste de ce mauvais air, tel le médecin gantois Herman van der Heyden, le docteur Lazar Makis ou encore Louis Overdatz, qui édite un traité sur la peste à Bruxelles en 1668, dans lequel il précise que la peste, cette maladie, provient de l'air vicié.
Alors, formulée par les savants et les médecins, cette théorie est partagée par les autorités des Pays-Bas et de la Principauté de Liège, qui vont s'appuyer sur les conseils médicaux pour rédiger leur ordonnance. Ils vont donc craindre les miasmes, ces vapeurs putrides qui corrompent l'air. Les autorités adoptent dès lors une série de mesures préventives d'ordre public destinées à éliminer tout ce qui contribue à créer une atmosphère viciée, infectée dans la ville. Mise en place de fumigation, isolation des pestiférés, nettoyage des rues, mais aussi défense aux citadins de nourrir des porcs, des lapins, des pigeons ou des chiens dans la ville. Alors, certes, dans le contexte épidémique, les prescriptions à l'encontre des bêtes sont mineures par rapport à toutes les dispositions édictées. Les mesures visant à expulser les mendiants, par exemple, sont bien plus souvent citées, bien plus nombreuses que celles touchant les animaux. Mais la crainte de la peste et donc des mauvaises odeurs véhiculées par les chiens et les chats entraîne à de multiples reprises une référence aux bêtes immondes, aux bêtes puantes, dont il convient de faire cesser les déplacements au sein des villes. En fait, si la bête est ciblée, c'est parce qu'elle est un vecteur supposé de l'épidémie. Elle va vraiment ici être un vecteur de l'épidémie. On a une doctrine contagionniste qui va venir s'ajouter aux doctrines aéristes existantes. Le bourgmestre liégeois Mathias Degrati précise au XVIIe siècle que les bêtes portent dans leurs entrailles et dans leurs poils ou plumes de la vapeur pourrie, susceptible de s'élever dans les airs et de le corrompre. Donc l'animal est un vecteur de peste. Il transporte avec lui le mauvais air. Cet élément est aussi bien perceptible dans les recommandations médicales de l'époque. Par exemple, à Liège, le médecin Jean-François Bresmal signale qu'en temps de peste, il convient de tuer les chiens, les chats et les pigeons, ainsi que tous les autres animaux domestiques qui peuvent porter l'air. Des recommandations similaires s'observent parmi les médecins flamands, dont le docteur anversois Van Aken-Dover. Les médecins craignent également les charognes. Ces médecins soulignent que le mauvais air se trouve aussi dans les endroits où sont abandonnés les cadavres humains et animaux. Ce sont donc des motifs liés à l'hygiène publique qui sont prioritairement avancés pour justifier cette mise à l'écart de l'animal. Mais il n'est également pas déraisonnable de suggérer que les autorités agissent également à l'encontre des animaux parce que ces autorités les croient atteints ou susceptibles d'être atteints par le mal. En effet, même si pour certains auteurs, les chiens ou les chats agissent comme des vecteurs de peste sans en être atteints, sans en être contaminés, pour d'autres, les animaux sont susceptibles d'être touchés par l'air contagieux et pestiféré, donc par la peste. Le dictionnaire universel d'Antoine de Furetière, par exemple, stipule que la peste est l'ennemi mortel de la vie des hommes, des animaux et même des plantes et des arbres. Jan van den Kruis, un curé d'une petite localité située près d'Anvers, publie un opuscule en 1604 dans lequel il va également conseiller de tenir attachés les chiens et les chats, car ces derniers sont susceptibles de contracter le mal. Dans ce contexte, la mise à l'écart des animaux peut aussi être interprétée comme une volonté donc de protéger certaines bêtes contre la maladie. Néanmoins, j'observe que rien n'est observé dans les sources législatives concernant cette mortalité des animaux pendant l'épidémie. Le fait que certains contemporains, comme Jan van den Kruis, y fassent référence, semble d'ailleurs étrange, puisqu'on sait actuellement que les chiens, les chevaux et les oiseaux ne sont ordinairement pas atteints par la peste. La mortalité animale telle qu'elle peut se constater à travers certaines sources peut alors être provoquée, comme le suggèrent Henri Mollaret ou Jacqueline Brossolet, par le manque de soins qui leur sont accordés pendant l'épidémie. Alors en période de peste, que vont ordonner les autorités par voie législative ? De manière générale, les édits de police interdisent aux citadins de tenir ou de nourrir des éléments dans l'enceinte de la ville. Ce qui signifie que les citadins doivent se débarrasser, doivent chasser leurs animaux de la ville dans un délai variable suivant la publication du règlement. Cependant, dans certaines localités de la Principauté de Liège, ceux qui ont commodité de tenir les animaux serrés en leur maison, sans discommodité de leurs voisins, peuvent continuer à les garder. La possibilité de garantir ces animaux de l'expulsion par la détention d'un jardin, d'une étable ou d'une place commode, pour citer les sources, n'est néanmoins pas une permission générale et constante, puisqu'elle ne s'observe par moment que pour les faubourgs et non dans la ville intramuros. Dans les Pays-Bas, certaines espèces, comme les chiens, les chats ou les poules, peuvent également rester dans les villes en temps de peste, ne sont pas forcément expulsées. Mais ceci dit, elles ne peuvent rester dans les villes qu'à condition d'être enfermées ou attachées. Elles ne peuvent en aucun cas circuler en liberté sur la voie publique. Pour les motifs cités précédemment, le dessein majeur des autorités est d'empêcher le vagabondage des bêtes dans la ville, raison pour laquelle elles doivent généralement être chassées ou, en l'occurrence ici, attachées ou tenues serrées dans les habitations. Le bannissement donc n'est pas total.
Alors pour ceux qui ne possèdent pas de terre ou d'espace pour maintenir leur animal en ville, il ne reste plus qu'à les conserver en clandestinité, à les abandonner ou à les mettre à mort. Ah oui, par exemple, certains habitants laissent leurs animaux dans les rues ou les noient dans les puits et les fontaines publiques. Si ces citadins tuent les bêtes parce qu'ils n'ont pas d'endroit où les mettre, abattre son animal peut aussi être une obligation légale. À Liège, une ordonnance précise, je cite, « Tous voisins des lieux infectés devront en 24 heures péremptoirement tuer ou faire tuer leurs chiens et chats. » Des prescriptions similaires s'observent dans le Hainaut ainsi qu'à Bruxelles. Donc se débarrasser, c'est important de percevoir que se débarrasser de son animal n'est pas forcément synonyme d'exclusion de la ville. Il peut aussi être synonyme d'exécution par son propriétaire. C'est néanmoins légitime, je pense, de douter de l'obéissance des citadins à l'égard d'une telle procédure, les engageant à abattre leur animal. La répétition des normes en période de peste, qui s'observe d'ailleurs à de nombreuses reprises, témoigne d'ailleurs, moyennant certaines réserves bien sûr, du manque de respect de la population à l'égard des normes promulguées. À Namur comme à Bruxelles, le magistrat constate d'ailleurs que les habitants se montrent mal affectionnés à l'observation des édits promulgués. Au regard de l'apport essentiel que représentent certains animaux d'un point de vue alimentaire, notamment dans la ville, il paraît difficile d'intervenir à l'encontre de ceux-ci sans entraîner des réticences de la part de la population urbaine. Quant au sort des animaux coupables de divaguer sur la voie publique malgré les normes édictées, ceux-ci sont notamment confisqués. Alors, rares sont les précisions qui permettent de saisir, finalement, de savoir ce que deviennent ces animaux confisqués. On observe néanmoins qu'en certaines circonstances, la bête qui est saisie revient à l'individu qui a dénoncé le comportement illégal. Donc là, c'est quelque chose qu'on observe aussi de manière générale dans les ordonnances de police. Il s'agit ici d'inciter à la délation. Il arrive également que l'animal soit redistribué dans des établissements de bienfaisance entre les pauvres ou dans les hôpitaux. Alors, au-delà des interdictions promulguées par voie législative, des moyens humains, des moyens radicaux vont être mis en place par les autorités de certaines localités pour lutter contre l'errance des bêtes. Il s'agit tout d'abord de mobiliser les citadins en les autorisant à mettre à mort impunément tout animal vagabond quel qu'il soit, cochon, lapin, chat ou chien, trouvé dans les rues. À Namur, à l'instar de ce qui est d'application à Saint-Tron, Liège ou Verviers, tous les chiens et bêtes vagabondes qui seront découverts abandonnés ou rôdant dans la ville pourront ainsi être tués. Alors, il s'agit donc ici de mobiliser le citoyen. Le citadin va être appelé à participer à l'effort de l'assainissement urbain qui passe par l'élimination de ces nuisibles. Il est évidemment, là je le dis d'emblée, délicat d'évaluer l'efficacité de ces mesures sur le terrain, au vu des archives disponibles. Parmi tous ces nuisibles, certains sont davantage la cible des autorités. C'est notamment le cas des chiens et surtout des chats et surtout des chiens. Les chiens sont prompts à divaguer dans tous les coins de la ville à la recherche de nourriture. C'est particulièrement le cas lorsqu'ils sont abandonnés, errants. Ils vont donc côtoyer les immondices, qui sont nombreuses en ville, les charognes ou donc les miasmes. Cet élément va d'ailleurs être rappelé par Daniel Defoe dans son journal de l'année de la peste, où il précise, je cite, « Il fut ordonné de tuer chiens et chats et tous les animaux domestiques qui se faufilent de maison en maison, de rue en rue, et peuvent ainsi véhiculer des microbes dans leur fourrure et dans leurs poils. » L'auteur, Daniel Defoe, précise ainsi qu'à Londres, lors de la peste de 1665, 40 000 chiens et 5 fois plus de chats sont exécutés. Cette tâche est accomplie par des individus nommés expressément pour abattre ces animaux. Cette tâche s'observe aussi dans les villes des Pays-Bas. À Ath, Mons ou Tournai, le magistrat rétribue un tue-chien, un tue-quien, depuis le Moyen-Âge. Cette pratique, initiée à l'époque médiévale, va perdurer à l'époque moderne, même si cette charge est attribuée à d'autres employés municipaux comme le bourreau. Alors vous pouvez le voir ici devant vous sur une illustration qui montre ici un cas de massacre de ces animaux, où on voit ici des individus qui vont abattre des chiens et ici des chats, qui sont essentiellement les animaux ciblés, nommément cités lors des massacres. Alors ces massacres sont notamment organisés dans la ville d'Anvers, donc au nord de l'actuelle Belgique. Une ordonnance de 1657 précise, je cite, « Afin de supprimer les mauvaises odeurs et les saletés provenant en partie de la multitude des chiens qui ont souvent occasionné des maladies pestilentielles et contagieuses, le bourgmestre, les échevins et le conseil de la ville d'Anvers ont désigné 3 personnes qui sont autorisées à abattre les chiens rencontrés dans la rue. »
Alors vous avez ici une illustration des objets qui appartenaient à ces abatteurs de chiens. Donc il s'agit d'une photographie extraite d'un livre de Louis Gebhardt sur Saint-Hubert qui n'a malheureusement, ces objets n'ont malheureusement pas pu être datés jusqu'alors. Mais vous voyez ici d'une part le baudrier de ces individus, donc ces individus qui étaient nommés par le magistrat pour une durée déterminée, qui avaient ce signe distinctif, ce baudrier sur lequel le nom de leur fonction apparaît, le Hundenschlager, donc le tueur de chiens, ainsi que vous avez la massue en bois hérissée de picots avec lesquels voilà, ces tueurs de chiens frappaient et abattaient les animaux. Alors, si les chiens et les chats surtout, et en moindre mesure les porcs, les lapins et les pigeons, figurent régulièrement dans le rang des nuisibles en temps de peste, d'autres espèces, comme les bêtes de boucherie, de somme ou de trait, telles le cheval, ne sont par contre jamais citées. Les mesures préventives restent donc sélectives. On veut stopper les ravages de la maladie sans pourtant paralyser les activités économiques et nuire au ravitaillement des villes. Alors, le traité de la peste qu'établit le religieux Isaac Catroux en 1671 est à ce propos éclairant. Donc ici, il précise, comme les animaux sont nécessaires à l'homme et qu'il ne convient pas dans le temps de peste de les tenir tous, il est à propos de faire choix des plus utiles, comme sont les chevaux, les bœufs, les vaches et les moutons, et pour les volatiles, les poules et les pigeons, et éloigner des villes tout autre comme étant très sales, immondes et peu utiles. Donc ces propos sont assez intéressants puisqu'il certifie qu'en temps de peste, il convient de chasser les animaux. Mais pour lui, deux critères principaux vont présider à cet éloignement, à cette mise à l'écart des animaux. L'inutilité et la saleté. À la saleté, on a eu l'occasion de revenir largement là-dessus. Certains animaux sont vraiment perçus comme des animaux puants, immondes, mais il faut également prendre en compte ce critère de l'utilité, puisque l'absence d'avantages procurés par certains animaux justifie leur mise à l'écart ou leur exécution. C'est principalement le cas des chiens et des chats, ici, dont les bienfaits sont jugés minimes par rapport aux dangers sanitaires que représente leur errance. Alors, avant de conclure, je trouve intéressant de se demander si ces mesures vont être efficaces lorsqu'on interroge la médecine actuelle. Au regard des connaissances acquises depuis le XIXe siècle sur les mécanismes du fléau, écarter les animaux semble vain. Si la puce du rat transmet la peste, principalement celle du rat noir, il est question uniquement du rat noir au XVIIe siècle, ce n'est pas, ou très exceptionnellement le cas, de celle des autres animaux. En effet, même si la puce est sans contexte le vecteur de la maladie, il n'y a pas qu'une seule puce. Les entomologistes en répertorient plus de 2000 espèces qui sont généralement inféodées à une ou plusieurs espèces de mammifères ou d'oiseaux. Ainsi, à peu de choses près, la puce du chien vit sur le chien, celle du chat vit sur le chat, etc. Et ces puces, même si elles peuvent piquer l'homme, elles ne transmettent en aucun cas la maladie. Ce qui peut donc, les mesures à l'égard des animaux peuvent donc sembler vaines. D'autant plus qu'on ne va pas viser les bons animaux, puisque je vais dire qu'aucune chasse au rat n'est organisée dans les villes des Pays-Bas et la Principauté de Liège. Même si par contre, on va viser le chat, qui peut être perçu comme une mesure davantage négative, puisqu'on va priver à ce moment-là la ville de prédateurs susceptibles d'éliminer ces animaux. Enfin, les normes à l'égard des animaux morts, des charognes, qui font partie des mesures hygiéniques et contribuent de manière positive à éviter ici la prolifération des rats. Alors, je conclurai par rappeler que l'animal urbain est un élément de l'organisation sociale. Il fait partie d'une communauté, cohabite avec l'homme et se voit attribuer une place dans la ville qui peut être remise en question lors de certaines circonstances. Au XVIIe siècle, la peste est l'une de ces circonstances. Dans un contexte où les miasmes véhiculés par l'animal ou produits par leurs excréments ou leurs cadavres sont jugés néfastes, l'épidémie va transformer l'animal en un être nuisible. Il va lui donner un statut de nuisible en l'intégrant au lot de mesures prophylactiques adoptées par les autorités. De manière générale, la législation adoptée dans les Pays-Bas et la Principauté de Liège s'inscrit dans ce qui est observable en France et en Angleterre à la même époque. Il s'agit d'éviter le vagabondage de plusieurs espèces et de contraindre leur déplacement par leur expulsion hors de la ville ou leur exécution. L'analyse des normes promulguées sur les territoires actuels de la Belgique a néanmoins permis de mettre à jour plusieurs nuances. Tout d'abord, la présence animale n'est parfois pas totalement bannie pour les citadins disposant d'un espace suffisant pour garder leur animal ou tenant celui-ci attaché ou bien enfermé. Les normes se montrent également sélectives parmi les animaux, laissant de côté les chevaux et le bétail, jugés utiles, jugés voire indispensables. Pour le cheval, il s'agit bien évidemment de l'ami de l'homme, et ciblant particulièrement les chiens ou les chats.
Enfin, notons que les tueries menées à l'encontre de certaines espèces sont susceptibles de s'opérer aussi de manière informelle par les habitants eux-mêmes qui disposent de l'autorisation de tuer impunément toute bête vagabonde trouvée dans les rues. Je vous remercie pour votre attention.